Cette œuvre est riche, elle est déconcertante, elle est déstabilisante, elle est inclassable, elle est originale. C'est l'œuvre de notre lauréat dont nous sommes très fiers et je lui dis un immense remerciement de la part de la ville d'Antibes. Alors j'ai l'honneur de vous remettre ce grand papier qui dit que vous êtes lauréat, mais vous le saviez déjà. Et puis cette médaille de la ville, vous êtes un exemple d'avoir défendu vos convictions comme des remparts, et donc je vous offre la médaille des remparts de la ville d'Antibes. Eri, je peux vous appeler Eri? Oui, Eri, c'est mon nom. Ouais. Ce prix Audibertis, c'est un prix qui récompense les auteurs qui mettent à l'honneur la Méditerranée. La Méditerranée, pour vous, ça représente quoi? Ben, c'est exactement l'endroit où je suis né et grandi. Ça veut dire que j'ai passé 3 mois d'été sur une île en face de Naples, l'île d'Ischia, et c'est le seul endroit où mon corps grandissait. J'avais besoin du soleil et de l'irradiation comme une plante. Et donc, tous mes centimètres sont méditerranéens. Par contre, quand j'étais dans la ville de Naples, les autres 9 mois, tout restait bloqué. Mon corps résistait dans l'obscurité des ruelles de Naples, parce que Naples, on prétend que ce soit une ville lumière, non, pleine ouverte à la mer, mais seulement les premières maisons ont la lumière, les autres. Dans le deuxième rang, troisième rang, dans les ruelles étroites, le soleil n'arrive jamais, même avec le solstice de juin. Donc, dans les autres 9 mois, j'étais coincé dans la ville. Et après, commençait la liberté. Pour moi, la liberté coïncide exactement avec le déchaussement. Aller pieds nus, c'est la liberté, c'était la liberté. Avoir l'épaisseur de la peau qui devenait un peu brune, c'était la liberté. C'était le format de la liberté. Liberté dans l'histoire de la Méditerranée, les gouvernements ont toujours imaginé que les îles sont des prisons, non, qui ont un fossé supplémentaire causé par la mer. Pour moi, c'est exactement le contraire. L'île, c'était la parfaite liberté. La possibilité de regarder tout autour, tout l'angle autour de l'île et mettre les yeux à la maximum de distance, à l'infini. Non, ça, c'était la liberté. Donc, j'ai ce sentiment d'appartenir à cette Méditerranée, à cette souche méditerranéenne. Et après, ce soir, je dirais aussi que pour la meilleure définition de Méditerranée, l'a établi Homère, qu'il a dit qu'il s'agissait de Hygrakelefta, une voie liquide. C'est ça. C'est le plus grand système de communication de la civilisation, de notre bassin de la Méditerranée, la Méditerranée. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot d'appartenance à ce peuple de Méditerranée. L'appartenance, c'est un thème qui est fort chez vous, avec votre dernier livre, votre dernier ouvrage. Vous parliez de filiation, d'attachement à une famille, à une histoire. Est-ce que là, dans ce cadre-là, la liberté, elle existe, ou est-ce qu'on est dans un système où on a des choses qui nous sont transmises et que la liberté, c'est de s'en détacher? Vous pouvez m'en dire un mot par rapport à votre dernier ouvrage? La liberté n'est pas quelque chose d'absolu, de pouvoir faire n'importe quoi. Non, pour moi, dans mon cas personnel, la liberté, pour moi, était tenir ensemble ce que je dis et ce que je fais. Les deux. Avoir une union fédérale entre mon action et mes mots. Donc c'est une liberté qui est inattachable. Personne ne peut ôter cette liberté. Aucune condition d'oppression ou de privation de liberté peut m'empêcher cette liberté. Donc pour moi, la liberté, c'est a quoi faire avec l'engagement.
pouvoir répondre aux questions qui secouent notre temps, qui me prend pour le bord de la veste et me secoue et m'agite et me force à répondre. Et ma liberté est la possibilité d'inventer une réponse. L'affiliation, si vous voulez bien qu'on en parle, votre dernier ouvrage, c'est une succession d'histoires de transmission. Entre père et fils, entre père et fils. Est-ce que parmi ces différentes histoires que vous avez racontées, il y en a une que vous pouvez nous raconter, nous dire, et lui donner le sens, plus de sens par rapport au prix que vous recevez aujourd'hui, à la Méditerranée? Est-ce qu'il y en a une qui est en lien avec l'histoire de la Méditerranée? Bon, il y a des histoires que je raconte de mon adolescence et de mon enfance napolitaine, donc oui. La formation d'une éducation sentimentale. Ça veut dire l'éducation sentimentale à les premiers sentiments de justice, qui se produisent toujours avec des exemples contraires d'injustice. Alors moi, je pouvais grandir dans une maison avec des chaussures, avec une nourriture, avec une éducation scolaire, avec des soins médicaux, et les autres autour de moi, non. Et ma mère m'indiquait les différences. Pas pour me faire sentir coupable. Elle voulait que je me sentais responsable de mon privilège pour le mériter, pour être à l'auteur du privilège que j'avais reçu. Pour moi, ce n'était pas comme ça. Ma réaction était celle d'accumuler une volonté de répondre à ces injustices qu'en tant qu'enfant ou adolescent, je n'avais pas la force. Je ne pouvais pas imaginer comment répondre, mais s'accumuler des réponses. Et donc ça, c'était mon éducation sentimentale napolitaine, due à l'évidence des injustices qui étaient autour de moi. Et, oui, donc si, il y a cette filiation du sentiment de la justice et sentiment de responsabilité. Mais je suis parti pour écrire cette histoire, je n'avais pas un projet, mais je suis parti à travers un tableau de Marc Chagall. Parce que le musée d'art et d'histoire du judaïsme m'avait demandé de choisir une œuvre à l'intérieur du musée et de faire un récit. Et donc je suis resté figé sur ce portrait de Chagall qui fait de son père. Son père était un vendeur de harangues. Il fait le portrait de son père, mais à Paris. Le père est à 1000 km de distance. Il reconstruit le format de son père. À grandeur nature, s'appelle le titre du livre, mais aussi parce que le format du tableau est à grandeur nature. Donc il se pose son père en face de lui et il parle avec ce portrait qui vient de se réaliser sous sa main. Et la chose qui m'émue le plus est qu'il y a sur la veste noire de son père la saumure de l'élaboration des harangues. On peut avoir l'odeur de cette saumure qui a évidemment marqué toute l'enfance de Marc Chagall. Vous savez que Chagall est enterré à Saint-Paul? Vous êtes déjà allé à Saint-Paul-de-Vence? Non, je ne sais pas. Il y a la tombe de Chagall. Il a peint là-bas. Oui, il a peint là-bas. Ouais. C'est comme ça que le livre, c'est comme ça, c'est parti comme ça. Et toi, tout de suite à côté, j'ai voulu intercaler le récit avec la relation la plus dure entre père et fils, que celle entre Abraham et Yitzhak, son fils. Abraham va amener son fils sur une montagne pour l'égorger et pour l'offrir à la divinité qui lui a demandé ça. Et donc il y a l'extrémisme de la fidélité d'Isaac. Parce qu'Isaac n'est pas un gamin. Isaac est un garçon fort qui pouvait se rebeller
envoyé au diable son père. Il obéit. Il se fait lier. Il est prêt à se sacrifier pour obéir à son père. L'extrémisme de la obéissance, l'extrémisme du respect d'Isaac, pour moi, reste le sommet de la relation. Après, il y a des degrés en bas, je suis vers le dernier degré. Parce que je suis parti et j'ai quitté, j'ai déserté toute l'organisation familiale qui me voulait encadrer dans leur imagination du futur. Cette loyauté familiale, elle est enfermante, parce que c'est une loyauté forte que vous évoquez. Ma loyauté s'est manifestée à la fin de leur vie. Ils sont venus habiter chez moi, dans la campagne, et j'ai pu les soigner jusqu'à leur mort. Donc j'étais là, j'étais avec eux, jusqu'au dernier souffle. Et ça, c'est ma manière d'égaliser avec la gratitude. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette belle interview qui m'a beaucoup touchée. Merci à vous.